Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 25 septembre 2024 et voici les principaux titres de cette édition. Les détenus dénoncent de mauvaises conditions de détention à la prison centrale d'Omimba. Un grand effectif passe la nuit dehors sans matelas ni couverture. Vous suivrez un témoignage au début du journal. Le Sarwania Frodebou dénonce la récente hausse du prix officiel du sucre et de la sauce humo. Le porte-parole de ce parti politique de l'opposition va s'exprimer tout à l'heure. À la fin de l'édition, nous allons parler de plus de 200 personnes qui accusent l'administration de spoliation de leurs terres dans la province Makamba. Tout de suite, le développement du journal. Je vous le disais tantôt, faute d'espace suffisant dans les cellules et débordées par un effectif trop élevé, les détenus de la prison centrale d'Omimba essaient de survivre dans ces mauvaises conditions de détention. Ainsi, ils utilisent des sacs remplis d'herbe pour pouvoir dormir dehors sur le sol nu. Ils se couvrent également de sachets quand il pleut. Les détenus démunis souffrent le plus car ils n'ont même pas de moyens pour se procurer des matelas fabriqués en herbe ou encore des couvertures. Voici le témoignage de notre source dans la prison centrale d'Omimba. Premièrement, dehors, le sol n'est pas cimenté. Et puis, il y a ceux qui fabriquent des matelas à l'aide des sacs qu'ils remplissent d'herbe. Ces matelas sont vendus entre 1000 et 1500 francs burundais. Ils utilisent ces matelas pour dormir sur le sol plein de sable ou de boue. Puis ils se procurent des sachets pour se couvrir en les mettant au-dessus de leur manteau ou des sacs qui leur servent de couverture quand la pluie tombe. Mais s'il y a des pluies torrentielles, ils doivent se réveiller et se mettre debout dans les corridors en attendant que la pluie cesse. Il y en a d'autres détenus qui n'ont pas de moyens pour acheter ces matelas. Et si la prison accueille de nouveaux détenus qui sont riches, ces derniers ayant compassion des pauvres, ils peuvent leur acheter ces matelas, mais ils ne peuvent pas en acheter pour tous les détenus. Donc il y en a ceux qui restent sans matelas et qui sont obligés de dormir à même le sol, alors que le sol est très sale et que les autres peuvent les piétiner car ils dorment dans le passage. L'effectif des détenus est trop élevé que c'est impossible que les corridors puissent les contenir. Il y a aussi de petites cabanes appelées blindées que les détenus ayant des moyens ont pu s'ériger dehors sur le terrain par manque d'espace suffisant dans les cellules. Cette prison centrale d'Omimba était destinée à abriter 800 personnes, mais actuellement elle héberge plus de 5000 détenus. Ces détenus implorent le ministère de la Justice qu'elle se ressaisisse afin de réduire le surnombre des détenus qui menacent leur santé. 2 semaines après avoir été tiré de son lit d'hôpital pour regagner sa cellule à Ruyigi, Dr Christophe Sahabo est toujours privé de soins de santé alors qu'il est dans un état de santé très critique. Pourtant, quand les agents du service national de renseignement lui ont retiré le sérum sur ordre du procureur général de la République, Léonard Manilakiza, il venait d'être informé que son médecin souffrait d'une insuffisance rénale de type aigu. Malheureusement, les responsables de cette prison ne l'autorisent même pas à faire un bilan pour voir l'évolution de cette maladie. Aujourd'hui, nous avons tendu le micro à l'épidémiologiste comme Konakouze qui nous parle de cette maladie dont souffre Dr Christophe Sahabo. Une maladie rénale chronique, c'est une détérioration progressive des fonctions rénales, c'est-à-dire les symptômes se développent bien évidemment lentement et l'insuffisance rénale diminue bien évidemment la capacité des reins à maintenir l'homéostasie liquidienne et électrolytique et la capacité à concentrer l'urine décline normalement de manière précoce et est suivie par une baisse de la capacité
à excréter l'excès de phosphate et des ions d'acide et des composantes néfastes qui se trouvent dans le rein ou dans la circulation sanguine. Et là, au stade avancé, cette capacité à diluer et à concentrer les urines est perdue. Et le volume urinaire ne suit plus les variations d'apport hydrique. C'est ça qu'on appelle une insuffisance rénale chronique. Et en cas de maladie rénale chronique, bien évidemment, les signes de neuropathie périphérique avec des troubles moteurs et sensoriels, notamment les crampes musculaires, ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, des convulsions peuvent apparaître. Et au stade très avancé, la maladie rénale provoque des ulcérations, des hémorragies digestives causées par des hypertensions artérielles, des cardiopathies, etc. Donc, vous voyez bien que c'est un organe vital et dès qu'il est atteint, tout le système de fonctionnement du corps humain peut être touché. Pour ce qui est des conséquences engendrées par cette maladie, comme Konakuze fait savoir que les risques sont énormes, surtout pour un patient qui tarde à se faire soigner, d'où il appelle les avocats du docteur Sahabo à collecter toutes les preuves médicales afin de porter plainte contre les auteurs de ce crime abominable auprès des juridictions compétentes. Au stade avancé, plusieurs complications, notamment les complications cardiaques, hépatiques et systématiques, peuvent apparaître, conduisant le patient à un état grave des fonctions des reins qui demande un recours à une dialyse, sinon le patient peut mourir. Alors le traitement, comme vous le savez bien, il y a le contrôle des troubles sous-jacents, notamment les troubles cardiaques, la restriction des aliments, il faut suivre un régime alimentaire correct, traitement des anémies, traitement des comorbidités, s'il s'agit de diabète, s'il s'agit d'autres maladies cardiovasculaires qui causent l'insuffisance rénale chronique. Et il faut bien évidemment envisager des dialyses en cas de diminution significative des fonctions rénales. Alors là, il faut aussi envisager des traitements continus, des diurétiques. Donc vous voyez bien que le patient souffrant d'une maladie rénale chronique doit être sous l'œil hospitalier des médecins et pas croupir en prison, parce que c'est une façon de le condamner à une mort par un bypass, si je peux dire. Il n'est pas vraiment tué par la maladie, mais tué par la négligence ou le refus de se faire soigner. Alors là, je pense bien que les représentants juridiques de M. Sahabo, Christophe, devraient introduire un procès contre la justice burundaise sur base des preuves, des dossiers médicaux de l'hôpital là où il était alité et hospitalisé, mais aussi sur les diagnostics qui ont été posés et les plans de traitement interrompus dans l'hôpital universitaire de Kamenge. Et aussi, bien évidemment, avec les autres traitements qui suivaient sous des consultations ou bien au niveau pénitentiaire. Là, c'est plutôt important de collecter toutes ces données, puis amener à constituer un dossier envisager un procès contre le ministère de la Justice et bien évidemment l'État burundais. Le réseau des citoyens probes demande aux agences de recrutement pour les Burundais travaillant dans les pays du Golfe de respecter les termes de contrat qui sont reconnus par le travailleur, l'employeur et l'agence. Propos de Gervais Nibigira, président du RCP, qui demande également aux représentations du Burundi dans ces pays de suivre de près la situation des Burundais travaillant dans ces pays. Et nous avons entendu qu'il y a de la lamentation de la part de la main-d'œuvre envoyée dans les pays arabes, surtout en Arabie Saoudite et Oman, où il y a un travail qui sont persécutés, alors qu'il y a des accords de mobilité signés entre les deux pays. Et premièrement, nous demandons alors aux agences de recrutement de respecter les termes de contrat qui sont reconnus entre
le travailleur et l'agence, mais aussi entre l'employeur et l'agence. Et deuxièmement, nous demandons aussi à l'employeur de respecter les droits des travailleurs, parce que même s'ils sont demandeurs de travail, ils restent des humains, des êtres humains doivent être respectés. Et troisièmement, nous demandons aux représentants du Burundi dans ces pays-là de suivre de près ce qui se fait du côté des travailleurs qui sont envoyés dans ces pays-là. Et nous savons que la représentation a l'obligation de suivre de près tout Burundais qui est dans les pays où la représentation doit avoir un œil vigilant. Et nous demandons aussi à ces agences d'honorer et surtout d'engagement, parce que nous avons entendu qu'il y a des lamentations de la part de ces travailleurs qui sont renvoyés ou qui ne sont pas encore payés. Et même si on paye les tickets de retour, ils sont dépouillés de leur argent. Et c'est pourquoi nous incitons, nous demandons qu'il y ait le respect des termes de contrat et aussi à veiller à ce que ces travailleurs retournent au pays dans la dignité s'il y a nécessité de retourner dans le pays. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. La crise économique que le Burundi a héritée de la crise politique de 2015 est l'un des facteurs qui contribuent à la violation des droits de l'homme au Burundi. Propos de Fortuné Gaëtan Zongo lors de la 22e réunion de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue lundi à Genève. Pour Gaëtan Zongo, cette crise économique exacerbée par le manque de devises impacte beaucoup sur les droits des Burundais. Le pays qui n'a pas encore résorbé les conséquences de la crise de 2015 fait face à une crise économique sans précédent. Cette crise impacte la jouissance des droits et est exacerbée par le manque de devises, de pénurie de carburant, d'eau, divers produits de première nécessité, dont le sucre, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Pays confronté à la saturation foncière, le Burundi fait également face à des menaces pesant sur son environnement naturel. Les effets du changement climatique sont perceptibles et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, se traduisant par des déplacements forcés ou de migration qui augmentent la pression foncière dans les zones de retour des réfugiés. L'extrême vulnérabilité du pays face aux impacts des changements climatiques en raison de sa propension aux catastrophes naturelles est exacerbée par le long passé conflictuel du Burundi. Madame la vice-présidente, distingués délégués, mesdames et messieurs, peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie et éprouvent des difficultés à se déplacer d'un point d'une ville à un autre d'une ville ou avec des coûts de transport hors de leur portée? Fortuné Gaëtan Zongo n'a pas manqué d'évoquer la situation des réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Leurs droits sont fréquemment violés et sont obligés de rentrer au Burundi malgré eux. Je vous propose encore une fois de suivre Fortuné Gaëtan Zongo. C'est le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Excellence, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, je ne saurais m'abstenir d'évoquer les nombreuses dénonciations reçues sur les violations des droits des réfugiés en Tanzanie et les menaces de retour forcé qu'ils auraient subies pendant cette période. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à la République de Tanzanie qui a bien voulu fournir des informations complémentaires sur la situation des réfugiés burundais vivant sur son sol pendant l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen périodique universel, le Burundi a pris note des recommandations l'invitant à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.
Elisa Nherabirori, représentante permanente du Burundi à Genève, ne s'est pas exprimée sur la situation économique avec ses conséquences sur les droits de l'homme évoquées par Gaëtan Zongo. Elle s'est toutefois exprimée sur les accusations de violation des droits des réfugiés se trouvant en Tanzanie. Pour Elisa Nherabirori, le rapporteur spécial a outrepassé son mandat. À l'ordre du jour de l'agenda de ce Conseil, les situations relatives aux droits de l'homme qui requièrent son attention doivent présenter le caractère de l'urgence et surtout être d'une gravité qui le justifie. À cet égard, l'argumentaire est peu convaincant, sinon assez léger. Aussi, à la présentation de la mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a à aucun moment cité le Burundi parmi les préoccupations mondiales et encore moins indiqué une possibilité de détérioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Il est plus que temps qu'on reconnaisse qu'à sa 10e année, ce mécanisme est maintenu superficiellement et ne suscite pas l'attention qui devrait être réservée aux situations de réelles crises auxquelles notre Conseil est amené à se pencher au point 4 de son ordre du jour. Nous notons pourtant que le rapporteur spécial insiste et veut poursuivre à voir les conclusions de son rapport, se fondant également sur les prochaines échéances électorales, exigeant selon ses dires de déployer des mécanismes de prévention et de médiation non définis et sans en indiquer de façon objective les indicateurs qui démontrent les risques de perturbation et d'insécurité en cette période. Madame la vice-présidente, ce mandat pays subi est assurément au service d'une poignée de détracteurs de l'autorité de l'État du Burundi, qui a décidé de nourrir la peur, de cultiver la méfiance à dessein d'opposer les filles et les fils dans nos communautés, d'instaurer le chaos, convaincu que c'est le seul moyen d'arriver à détenir le pouvoir sans passer par les voies démocratiques décrites dans notre loi fondamentale. Je vous le disais également en titre, le parti Sahwanya Frodebu s'insurge contre la dernière mesure revoyant à la hausse le prix du sucre et de la Sosumo. Dans une déclaration sortie ce mardi, ce parti demande la suspension de cette mesure. Je vous propose de suivre Sylvestre Bikolindagara, c'est le porte-parole du Front pour la démocratie au Burundi. Tout comme les autres Burundais et acteurs politiques burundais, le parti Sahwanya Frodebu est tombé des nues lorsque le prix du sucre est passé de 3 300 francs à 8 000 francs. Nous étions habitués à voir une augmentation des prix raisonnables. Le sucre, le pétrole, l'essence, le mazout est un produit stratégique. Nous savons que l'État garde un capital très important dans la Sosumo. Du reste, l'État prend des mesures à l'égard des produits stratégiques, même s'il n'a pas de capital là-dedans. Nous devons faire savoir que le sucre, comme le gasoil et l'essence, sont des produits stratégiques qui ont un impact très positif ou négatif suivant la montée des prix sur les autres produits. Heureusement d'ailleurs que son Excellence, le chef de l'État, lui-même s'est étonné et n'a pas compris une telle augmentation vertigineuse. Ce que nous demandons, c'est que ce soit le ministre de tutelle ou alors le chef de l'État lui-même prenne des mesures transitoires, c'est-à-dire en suspendant le prix augmenté décrété par la Sosumo et que au préalable soient menées des études pour voir si réellement le prix proposé par la Sosumo est défendable. La baisse remarquable d'apprentissage dans les écoles primaires, secondaires et universitaires est due à de multiples raisons dans les différentes crises qu'a connues le Burundi. C'est ce qu'a déclaré ce mardi François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique lors des questions orales au Sénat. Selon lui, même le matériel didactique est l'un des sérieux problèmes dans le secteur de l'éducation. Suivez François Habyarimana. Cette baisse de niveau d'apprentissage remonte de la période de la crise qu'a traversé notre pays. À cette période, l'enseignement a souffert. Des enseignants fuyaient, les élèves d'eux-mêmes. Les élèves avançaient de classe sans avoir terminé le programme. Certains enseignants attribuaient des points sous des effets d'intimidation et cela en coulait que tout ce qui obtenait des diplômes ne le méritait pas vraiment tous. C'est cette génération qui a étudié
étudié pendant cette période qui enseigne aujourd'hui. Elle a d'ailleurs formé plusieurs autres générations d'enseignants qui sont fonctionnels aujourd'hui. Ça a donc été des générations qui se sont transmises un enseignement qui ne remplit pas des conditions. Ça a impacté négativement sur le niveau d'apprentissage. Nous tenons également à vous informer que le vote de retour au pays natal des réfugiés rwandais en 1994, le secteur en a souffert et le gouvernement a été obligé d'engager des non-diplômés. Ce dernier travaille toujours dans le secteur. Cela pourrait également avoir un impact en rapport avec la mauvaise qualité de l'enseignement. Autre facteur qui cause la mauvaise qualité de l'enseignement, c'est la surpopulation dans des salles de classe. Ça empêche les enseignants de bien suivre tous les enfants de la même manière. À tout cela, il s'est ajouté la diminution de temps imparti aux études. Jadis, on étudiait avant et après midi, mais ces derniers temps, c'est la double vacation. On ne peut ne pas citer l'insuffisance de matériel didactique qui a un impact sur l'apprentissage des élèves. Quant à la mauvaise alimentation qui s'observe dans les écoles à régime d'internat, le ministre François Habyarimana fait savoir que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts car les frais pour la ration alimentaire journalière de chaque élève sont passés de 800 à 2400 francs. Ainsi, il a promis que le gouvernement allait continuer de voir comment améliorer la situation. Encore une fois, François Habyarimana. Nukuri ivyo mwavuze naje ndavyemera bafungura neza ariko leta Je suis totalement d'accord avec vous. Les élèves internes ne mangent pas convenablement. Mais, tout de même, le gouvernement a fait des efforts. Quand je suis arrivé à la tête de son ministère, la ration journalière par élève était de 800 francs burundais par jour. Les directeurs des écoles ont exercé une pression et le gouvernement a cédé et on a passé de 800 francs à 1400 francs. C'était avant l'année passée. Cette année encore, le gouvernement a encore fourni des efforts et on est passé de 1400 à 2000 francs. Vraiment, cela laisse entendre que le gouvernement a fait des efforts. Passer de 800 à 2000 francs à l'espace de 3 ans seulement. Le gouvernement a vraiment fourni des efforts, bien que nous-mêmes, nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore atteint un niveau satisfaisant. Le gouvernement va continuer également à fournir des efforts. Vous avez suggéré à ce que le gouvernement demande l'appui du PAM. Actuellement, le PAM dans sa politique ne donne plus d'assistance dans les écoles post-fondamentales. Son assistance se limite aux écoles fondamentales dans le programme cantine scolaire. École fondamentale niho PAM ifasha mugabo politika gitwere ya PAM ntifasha mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. Dans un instant, nous nous rendons à Makamba. Les habitants des provinces Makamba et Rumonge déplorent le fait qu'ils continuent de payer cher les tickets de déplacement alors que l'essence est disponible sur les stations-service. Ces habitants expliquent que les chauffeurs n'ont pas encore digéré l'idée de revenir sur les prix officiels. Clovis Nyonzima. Les prix de transport officiels ne sont pas respectés dans la province Makamba, d'après les habitants de cette province. Depuis que le gouvernement est appelé les conducteurs de véhicules de transport au respect des prix officiels, ces derniers n'ont pas adhéré à cette instruction et continuent d'exiger de grosses sommes par rapport au prix de l'État. Notre source témoigne. En ce qui concerne le déplacement, il y a encore à corriger car les conducteurs de véhicules de type Probox s'étaient déjà habitués à exiger les prix exorbitants. Par exemple, pour le trajet Mabanda-Gitega, les passagers devraient payer entre 40 000 et 50 000 francs burundais. Personne donc ne peut faire croire aux chauffeurs d'accepter 15 000. Ils utilisent la ruse en demandant aux passagers de mentir à la police sur le prix qu'ils ont payé. S'ils rencontrent la police en cours de route pour lui épargner une amende de 500 000 et un emprisonnement de 5 mois. Même situation qu'en province, Rumonge, les conducteurs de véhicules qui consomment de l'essence ne sont jamais revenus aux prix habituels. C'est difficile de revenir à la situation normale malgré que l'essence soit disponible. Celui qui a l'habitude de collecter beaucoup d'argent continue ainsi. Les chauffeurs diminuent un tout petit peu sur le prix du ticket.
mais ils ne peuvent pas arriver au prix officiel. Les Probox et les motos continuent de fonctionner car ils ont de l'essence, mais les prix ne reviennent pas à la normale. Les citoyens des provinces Makamba et Rumongue demandent à la police de s'impliquer afin de décourager ce comportement qui vise à voler la population. Le carburant de type mazout reste indisponible dans ces provinces, ce qui provoque la carence de véhicules de transport car seuls les véhicules qui consomment de l'essence fonctionnent. Il y a également une montée inquiétante des prix des denrées alimentaires les plus consommés par une majeure partie de la population à Kirundo. Depuis plus de 2 mois, les prix ont doublé par endroit et par marchandise. Entre autres causes de cette hausse des prix, la population cite la pénurie du carburant de type mazout. Hervé Niyuhire nous en dit plus. Certaines des denrées les plus consommées dans la province de Kirundo et qui aujourd'hui connaît une montée de prix sont entre autres les riz. Aujourd'hui, 1 kilo qui coûtait 1500 francs coûte plus de 3500 francs. Une tasse de patates douces qui coûtait 500 francs coûte aujourd'hui 1500 francs. Pour la population, cette province, l'espoir de voir les prix se normaliser n'est pas pour demain. Ce prix monte du jour au lendemain. Et un citoyen qui jadis pour manger à satisfaction avec 1500 francs ne pourrait même pas être satisfait, même pour le double. Pour la patate douce, une tasse que l'on achetait à 500 francs a triplé. Il coûte aujourd'hui 1500 francs. Mais là aussi, c'est une quantité que même un enfant de 2 ans peut consommer et entièrement terminer dans ses coûts. La quantité de riz qui était achetée à 1500 s'achète aujourd'hui à 3500 francs. Un petit paysan avec 1500 francs pouvait manger à sa faim, mais ce n'est plus le cas. Une quantité de sorgho qui vendit à 1000 francs se vend aujourd'hui 5000 francs, mais là aussi difficilement. Selon certains habitants de la province, cette situation date de plus de 2 mois. La pénurie de carburant de type mazout en serait une des causes. Ce carburant est utilisé le plus dans le transport des marchandises. Justement, la crise du carburant a contribué à la montée des prix. Les véhicules qui transportent ces denrées à partir des marchés des communes consomment de l'essence. Vous comprenez que celui qui a eu du mazout au marché noir devait voir à la hausse des prix des denrées une fois sur le marché. Les prix ont grimpé depuis les 2 derniers mois et surtout le mois en cours. La population demande au gouvernement de faire son mieux pour résoudre une fois pour toutes la crise du carburant. Au cas contraire, la population estime qu'il y aura un moment où la population va fuir le pays. Pour clore cette édition, le marais de Nyabarere, situé au milieu des collines Wuheka et Moubure en commune Nyanzalak, nous sommes dans la province Makamba, a été octroyé officiellement à un citoyen du nom d'Aaron Nguribiriho par le gouverneur de Makamba. C'était ce mardi. Ce marais était exploité par plus de 200 individus et ces derniers avaient obtenu l'autorisation d'exploitation sous le régime du président Feu Jean-Baptiste Wagaza. Ces habitants de Nyanzalak accusent leur administrateur d'être derrière cette spoliation. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. Ce mardi, la gouverneure de Makamba, Tantine Chutina Magara, en compagnie d'autres responsables de différents secteurs au niveau provincial, ainsi que l'administrateur communal de Nyanzalak, a mené une descente au marais de Nyabarere. Ce dernier a une superficie de plus de 30 hectares et était exploité depuis de nombreuses années par plus de 200 habitants des collines Wuheka et Moubure de la commune Nyanzalak. Alors que ce marais est depuis quelques semaines en litige basé sur le fait que l'administrateur de Nyanzalak a voulu le donner à un citoyen du nom d'Aaron Nguribiriho en prétextant qu'il lui appartient, les plus de 200 habitants lésés espéraient que la descente de ce mardi allait leur permettre d'exprimer leur point de vue. Et comme ils l'ont toujours indiqué, ces individus lésés considèrent qu'ils sont actuellement victimes de spoliation de terres leur octroyées par le gouvernement sous la Deuxième République pour les donner à Aaron Nguribiriho en se basant sur une décision de la CNTB datant de 2013. Vous savez qu'en 2013, la CNTB avait octroyé ce marais à Aaron Nguribiriho, mais que par après, il s'est avéré que le dit marais faisait partie du domaine de l'État, alors que les habitants de Wuheka et Moubure lésés s'étaient rassemblés pour exprimer leur position devant la gouvernement
gouverneur de Makamba, ils n'ont pas pu le faire comme il espérait. Ce témoin oculaire indique que les habitants lésés n'ont pas pu obtenir l'occasion d'exposer des preuves démontrant que le marais de Nyabalere appartient à l'État. Imaginez que ce marais a été même délimité par des bornes. Le gouvernement a récemment enregistré toutes les terres via le programme ZOA et des délimitations ont été faites, mais ces autorités ne voulaient rien entendre. Ce qui a sidéré plus d'un parmi les personnes présentes au niveau du marais de Nyabalere, c'est le fait que le nommé Aaron Ngouiliviriho ne se trouvait pas sur les lieux afin qu'il exhibe ses preuves. Autre chose, Ngouiliviriho n'a pas déposé aucune plainte contre les anciens occupants du marais de Nyabalere, affirment certains d'entre eux. Un fait qui les pousse à penser aux magouilles commanditées par des autorités. Nous avons senti que ce n'était que des magouilles parce que celui qui allait parler au nom des anciens occupants n'a pas eu assez de temps pour s'exprimer. Et ce qui est bizarre, ce citoyen nommé Aaron Ngouiliviriho n'était même pas présent sur les lieux. Il délègue tous les jours déjà appelé des commissionnaires. Nous souffrons franchement de ce pays. Vous saurez que cette descente de ce mercredi a été faite alors que Marie-Gorette Irahunda, qui dirige la commune de Nyanzalak, avait déclaré récemment qu'elle va demander au conseil communal de mettre en place une commission qui va enquêter si ce marais est du domaine de l'État. La RPA a téléphoné cette fois-ci le responsable du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage en province de Makamba pour recueillir sa réaction sur le statut du marais de Nyabalere, mais elle nous a répondu qu'elle était empêchée. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.